Bonjour Gwenaël, bonjour Adèle, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Donc Gwenaël, vous êtes associé fiscaliste au sein de EY Société Avocats, spécialisé en fiscalité indirecte, TVA, douane et également responsable du Digital Hub. Adèle, vous êtes associé au sein d'EY Consulting, spécialisé en supply chain et opérations. Merci beaucoup d'être avec moi pour échanger sur les enjeux opérationnels et fiscaux de la mise en œuvre d'une stratégie omnicanal et notamment pour les groupes qui ne sont pas des pure players en matière de e-commerce. Adèle, est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus? Oui, clairement. En fait, c'est un sujet qui est éminemment d'actualité puisque vu l'essor qu'on a connu sur le développement de l'e-commerce et à la fois pour des acteurs B2B, c'est-à-dire qui s'adressent à des entreprises, des acteurs B2C qui s'adressent à des particuliers, avec des similitudes pour les acteurs B2C puisque au final, c'est le consommateur qui est le client, donc on va retrouver des modes de fonctionnement assez similaires. Pour ceux qui commandent, par exemple, des chaussures de sport versus commander son smartphone en ligne, ce genre de choses. Par contre, dans le domaine B2B, suivant le secteur, on va trouver une diversité de modèles et d'aptitudes à faire de l'e-commerce et de l'omnicanal, qui fait que l'applicabilité des modèles et des stratégies varie énormément entre les secteurs. Et aussi, même au sein d'un secteur, on peut avoir pas mal de diversité. Je prends l'exemple de l'automobile. Entre celui qui vend la réparation des automobiles, celui qui vend les pièces de rechange, etc., ce n'est pas du tout les mêmes stratégies. D'accord. Pour parler de développement d'une stratégie omnicanal et les impacts que ça peut avoir sur une chaîne d'approvisionnement, quelle est selon vous la première question qu'il faut se poser? L'une des questions clés qui se pose, c'est déjà entre les phases de développement initial de l'e-commerce et après les phases d'industrialisation, quels sont les modèles que je dois appliquer? Lorsqu'on parle de modèles, c'est par exemple une question très simple. Je suis un acteur présent dans plusieurs pays en Europe. Est-ce que je dois confier la stratégie aux pays et chacun des marchés se développe suivant ce qui est adapté à son marché local, ou bien je fais cet exercice-là de développement avec une stratégie européenne, voire même mondiale, ou bien c'est quelque part entre les deux. Donc cette question du modèle opérationnel, soit centralisé, soit local, elle est très importante et elle peut varier dans les stades de développement de l'e-commerce. Avec ça, c'est pas uniquement la question de, par exemple, des flux logistiques. Est-ce que j'ai un entrepôt qui sert tous les marchés européens, par exemple, ou j'ai des entrepôts qui servent l'e-commerce dans chacun des pays? C'est aussi une question des équipes, les équipes qui vont planifier la demande, approvisionner les marchés ou interagir avec le marketing, etc. Est-ce que je dois les centraliser ou les décentraliser? C'est un élément clé puisque c'est ce qui permet de mettre en place le dispositif pour satisfaire les clients ou pour se développer avec les ambitions qu'on peut avoir sur une zone donnée. D'accord. Donc j'imagine qu'il y a des avantages et des inconvénients entre un modèle centralisé et un modèle décentralisé. Quels sont selon vous les éléments clés qui font qu'une entreprise doit plutôt s'orienter vers un modèle centralisé ou au contraire vers un modèle décentralisé? C'est un sujet sur lequel il n'y a pas de solution unique qu'on pourrait appliquer à tout type d'entreprise ou secteur. Mais par contre, ce qui est important pour chacun des acteurs, c'est de qualifier le choix sur la base d'un ensemble de sujets qui partent, par exemple, de quel est le service que je veux rendre client, quelles sont la diversité des besoins et des attendus. Par exemple, je peux avoir des clients qui s'attendent à être livrés en 24 heures, dans certains marchés, à pouvoir retourner l'article immédiatement, d'autres qui vont avoir des attentes diverses et variées. Et suivant ces attentes et ce que je peux fournir sur le marché, je vais configurer mes opérations internes en conséquence. L'autre point ou dimension qu'on pourrait avoir, c'est mes équipes marketing, par exemple, comment elles sont structurées, mon réseau logistique, mes systèmes d'information, mais aussi les contraintes réglementaires qui peuvent imposer, par exemple, une présence locale plus forte, les considérations fiscales aussi qui sont très, très importantes dans ce type de choix. Oui, on voit qu'il y a effectivement des dimensions opérationnelles et du marché qui font qu'effectivement on va s'orienter plutôt vers un modèle plutôt qu'un autre. J'imagine qu'il y a également des implications fiscales très importantes.
Oui, puis alors je rebondis sur ce que Adèle, vous venez juste de dire à l'instant, puisque vous parliez des implications réglementaires et fiscales au milieu de considérations très opérationnelles. Où est-ce que je loge mes entrepôts? Où est-ce que je loge les personnes qui vont permettre de délivrer? Vous êtes dans des considérations de temps de livraison, d'efficacité aussi, probablement de niveau de stock. Ce qu'il faut voir peut-être juste avant de répondre directement à votre question sur les différents modèles, c'est que le modèle, l'omnicanalité a pour effet probablement opérationnellement de faire que les entreprises souhaitent effacer toute frontière entre un magasin physique et une vente en ligne, souhaitent effacer aussi probablement des frontières géographiques dans un marché donné. On le voit bien au sein de l'Union européenne, mais si on prend l'Europe, juste on va dire de l'Ouest, avec la Grande-Bretagne, la Suisse et la Norvège qui ne sont plus dans l'Union européenne et donc qui ont des réglementations extrêmement différentes, au moins d'un point de vue fiscal par rapport à nous. Il va falloir qu'on intègre cette fluidité voulue d'un point de vue opérationnel avec des contraintes fiscales qui, elles, sont étatiques. Et donc tout l'enjeu du choix qui est d'abord opérationnel, puisque c'est important que les entreprises commencent par déterminer quel est le modèle qu'elles choisissent. Nous, on va en déduire les implications évidemment juridiques et fiscales. Et pour aujourd'hui, juste sur la partie fiscalité, pour parler d'un point très important qui est très structurant au sein des groupes et des organisations en général, c'est est-ce que je choisis un modèle centralisé? Donc centralisé, ça va avoir quoi comme traduction pour nous? Une entreprise unique dans un groupe donné qui va être en charge de livrer, quel que soit le canal, voilà, jusqu'au dernier kilomètre, tous les clients, que ce soit en ligne ou physiquement. Et en ligne particulièrement, et un modèle décentralisé au contraire, où on va créer une société dans le groupe qui va peut-être avoir un rôle prédominant, mais qui va surtout avoir des relais, donc des entités, des filiales locales dans chaque pays du consommateur, et la vente finale, finalement le last mile, il se fait par une entité juridique différente. Eh bien, fiscalement, les conséquences sont extrêmement différentes. Dans un modèle centralisé où vous avez une entité unique qui est en charge de la relation e-commerce, elle va porter tous les risques fiscaux, elle va probablement avoir à répondre à beaucoup de questions des administrations fiscales partout dans le monde, donc elle peut être une entité unique avec un siège en Europe, avoir des contrôles fiscaux, des demandes, des requêtes auxquelles elle devra satisfaire partout dans le monde. Le risque est concentré, il y a peut-être un bénéfice apparent d'efficacité opérationnelle parce qu'il n'y a pas de flux intragroupe, il n'y a pas de flux entre entités, mais cette entité elle aura beaucoup d'obligations juridiques, sans rentrer dans les détails techniques, des immatriculations à la TVA, des déclarations locales, bon, de revenus, peu importe. Sur le modèle décentralisé, au contraire, les risques vont être beaucoup plus partagés. Mais on va créer de la complexité intragroupe, beaucoup de facturations qui sont entre guillemets pour rien, parce que c'est pas de la facturation pour le client lui-même, mais ça reste intragroupe avec l'obligation de répondre aux exigences des administrations qui demandent la transmission de ces données-là. Et des nouvelles problématiques fiscales, qu'on appelle les problématiques de prix de transfert, qui vont être également très structurantes finalement sur le modèle opérationnel. D'accord. Donc on voit qu'il n'y a pas un modèle qui serait mieux qu'un autre. Il y a des avantages et des inconvénients aux deux modèles qui doivent donc être adaptés en fonction des besoins et des attentes des entreprises. Adèle, est-ce que vous voyez un autre élément stratégique qui devrait être pris en compte dans le cadre de cette réflexion? Oui, c'est en lien d'ailleurs avec ces réflexions-là sur le modèle opérationnel ou le réseau que je vais dédier à l'e-commerce et la manière avec laquelle je vais faire cohabiter les différents canaux. C'est celui de l'internalisation versus externalisation. Et là aussi, de la même manière que la question du modèle opérationnel peut évoluer dans le temps, c'est-à-dire je peux commencer avec un certain modèle et par la suite, lorsque j'atteins une certaine taille pour certains marchés, je vais vers un autre. Sur l'internalisation et l'externalisation, c'est la même chose, dans le sens où il y a la question des compétences internes que je suis capable de mobiliser, mais aussi des capacités internes que je suis capable de mobiliser. Par exemple, je vous donne un cas très concret, je peux être un acteur qui est capable d'expédier des palettes à des clients, mais qui n'est pas capable de préparer une commande avec des colis et des articles individuels.
Donc, je peux développer cette compétence ou bien l'externaliser puis l'internaliser. Et donc, c'est une question très importante. Également, pour tout ce qui est gestion de la relation client, j'ai besoin d'avoir, par exemple, un centre d'appel qui est capable de prendre les réclamations ou les demandes individuelles. Si dans mes canaux historiques, je n'avais pas ce type de besoin, il va falloir que je décide est-ce que je le fais en interne ou je le développe en interne ou je l'externalise. Gwenaëlle, cette internalisation ou externalisation va également avoir des implications en matière de fiscalité? Elle en a en effet, et pourtant, notamment en matière de fiscalité indirecte, peu importe qui réalise l'opération. La fiscalité, en fait, elle s'applique à la vente que vous faites. Vous vendez un bien, ben, il y a de la TVA, il y a des droits de douane, il y a un certain nombre de taxes qui s'appliquent. Et donc, peu importe que ce soit l'entité qui opère l'activité ou ce soit un tiers à qui on a confié un certain nombre de tâches. Cette fiscalité, c'est un invariant. Du coup, ce qu'on va faire varier, c'est non pas la fiscalité sur l'opération réalisée, mais le poids de la responsabilité de ses obligations. Est-ce que l'entreprise, effectivement, conserve toute la responsabilité en son sein comme elle en a, on va dire, l'habitude, hein, quand elle opère des ventes en magasin, normalement, voilà, elle sait très bien ce qu'elle doit faire d'un point de vue fiscal. Au contraire, si elle le confie à un tiers, ça peut être, comme vous l'avez dit Adèle, confier la gestion de la commande, du fichier client, de la logistique évidemment. Donc finalement, faire le choix d'une externalisation, d'une gestion externalisée de ces sites de e-commerce ou de vente en ligne, c'est tout à fait possible, mais ça suppose pour organiser cette responsabilité d'abord d'avoir les bons instruments juridiques avec les tiers qui vont opérer, donc toute cette gestion commerciale et logistique évidemment, et aussi de mettre en place des dispositifs d'archivage et de conservation des documents au niveau ou à la maille de chaque transaction. Alors ça a l'air atrocement rébarbatif ce que je suis en train de dire, mais ça a des applications très très concrètes puisque dans la fiscalité européenne, au titre de chaque vente, vous devez justifier que les biens ont bien été livrés là où on suppose qu'ils sont allés pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre de régimes, d'opérations, voire d'exonérations. Donc ce dispositif d'archivage de documentation, elle fait partie de la sécurité et finalement de la sécurité de toutes les opérations. Merci beaucoup à tous les deux, c'était passionnant. Merci.